Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous le voyez probablement à cette subtilité incarnée, mais aujourd'hui on va parler de recommandations de livres queer. Ça fait un moment que j'ai envie de faire une vidéo où je fais un peu des recos de dernières lectures queer que j'ai pu lire, mais avant il y avait toujours ce truc de me dire j'en ai pas lu assez, j'ai rien lu qui sort un peu de l'ordinaire, je ne sais pas de quoi je parle, etc. Et en fait là je pense que je commence à en avoir lu quand même quelques-uns et que l'important c'est même pas toujours est-ce qu'on est original ou quoi, c'est simplement de parler de ça, de mettre en avant ces livres, de pas se silencier soi-même parce qu'il y a assez de gens qui nous silencent, qui nous censurent dehors. J'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas en commentaire à me partager également des lectures queer qui pourraient potentiellement me plaire. Je sais qu'il y en a qui m'en ont déjà recommandé. À la base, je voulais faire aussi une partie dans cette vidéo où je parle de livres queer qui sont dans la wishlist que je n'ai pas encore lu. Je ne le ferai pas parce que la vidéo sera déjà assez longue comme ça. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner, à mettre un petit pouce, commentaire. Vous connaissez la chanson, ça me ferait super plaisir. Et on commence tout de suite avec les livres du genre science-fiction puisque j'ai classé par genre, en tout cas autant que je le pouvais. Le premier livre, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo et dans un vlog, j'en ai beaucoup parlé. Il s'agit de Cérémonie d'orage. C'est un livre de science-fiction dans lequel on est dans un Londres qui est complètement submergé par les flots et dans lequel il y a une pluie incessante. Et on suit trois sœurs qui viennent de perdre leur père. Elles n'ont plus aucun rapport les unes avec les autres et elles étaient plus ou moins toutes fâchées avec leur père. Donc l'histoire ça va être de détricoter un petit peu les liens qu'elles ont entre elles et les liens qu'elles ont avec leur père, de retrouver un peu leurs liens suite au décès de ce père. Et elles sont toutes les trois lesbiennes, donc on les voit évoluer chacune dans leur relations amoureuses. Elles ont chacune voilà, des parcours qui sont assez différents et qui permettent d'avoir des points de vue très différents. Ce livre est un absolute banger, c'est l'un de mes nouveaux livres préférés, vraiment je ne peux que vous le recommander à 100%. Le prochain c'est Xenogenesis de Octavia E. Butler. Alors je l'ai mis dans cette recommandation queer parce que pour moi ça y rentre, mais dites-moi, on est dans le futur et on suit un personnage, Lily, qui se réveille dans une pièce et il y a un être qui lui pose des questions, elle sait pas où elle est, elle sait pas qui c'est, elle sait pas en quelle année on est. Et il s'avère qu'en fait les extraterrestres sont venus sauver les derniers terriens puisque les humains ont réussi à s'entretuer, à créer des guerres, crises climatiques, politiques, sociales, économiques, tout, ça n'allait plus du tout. Les extraterrestres ont prélevé certains de ces humains dans leur vaisseau spatial pour essayer de voir lesquels sont aptes à peut-être recréer de la vie sur Terre avec l'aide des extraterrestres. Donc ça parle beaucoup de colonialisme, de white saviorisme, j'arrive pas du tout à le dire. Le syndrome du sauveur blanc. Est-ce que c'est syndrome? Chez ces extraterrestres, il y a donc les femelles, les mâles, et ce qu'on appelle les ouloi, qui sont ni mâles ni femelles. Et il y a beaucoup d'humains qui ont beaucoup de mal, une fois qu'ils découvrent ça, avec ces ouloi, et qui se disent bah non mais vous êtes des mâles ou des femelles. Et je trouve que cet extraterrestre ouloi, ça vient un petit peu parler de non-binarité, ça vient un peu parler de genre et de construction sociale du genre binaire. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Ensuite, il y a quand même pas mal de choses de relations sexuelles avec ces ouloi qui sont très ouvertes et très différentes. En fait, c'est vraiment pour casser les codes de l'hétéronormativité classique. Il y a un vrai travail qui est fait, je trouve, avec ces extraterrestres. Questionnement de notre propre manière de vivre le couple, de vivre la sexualité, de vivre le genre. Et je trouvais que ça rentrait un petit peu dans cette catégorie-là. Je pense que c'est pas forcément capillotracté, mais c'est pas non plus le truc le plus obvious. Par contre, clairement, là, le livre est pas du tout marketé LGBT. C'est moi qui me suis dit ça. C'est une trilogie de science-fiction que j'ai vraiment adorée. Je trouve qu'elle pose des questions très intéressantes. Le troisième tome était un peu plus faible pour moi, mais le premier, vraiment, j'ai adoré. Ensuite, comment parler de livres queer et de livres queer science-fiction sans mentionner Histoire de moine et de robot de Becky Chambers. De manière générale, Becky Chambers à lire absolument. J'ai pas encore tout lu d'elle. Je sais pas si on voit ma pile à lire d'ici, mais il y a l'espace d'un an dans ma pile à lire, donc ça ne saurait tarder. Elle est vraiment connue pour écrire de la science-fiction cosy, de la science-fiction positive, avec des personnages très différents, bienveillants, ouverts, et qui sont pas que genre des gens cis hétéros. Et dans Histoire de moine et de robot, on suit une moine de thé non-binaire qui n'est pas du tout moine de thé avant, je sais plus ce qu'elle fait, mais un jour elle se dit ok, ma vie, le but de ma vie ne me plaît plus trop, et elle décide de devenir moine de thé et de parcourir du coup les petits villages pour offrir thé, conseils et écoute. Et sur le chemin, elle va rencontrer un robot. Je crois que sa question c'est comment rendre l'humanité heureuse ou de quoi l'humanité a besoin. Enfin bref, une question assez existentielle en soi à laquelle personne n'a la même réponse. C'est un livre qui est très court et il se passe pas grand chose en termes d'action.
on se promène avec cette moine et ce robot et on rencontre des gens, on rencontre des modes de vie et j'ai trouvé ça d'une douceur incroyable, petite pépite, petite perle. On est assez loin de la science-fiction catastrophique, là on est dans vraiment quelque chose de très doux parce qu'il y a une espèce de réconciliation avec la nature. Et ce que j'aime beaucoup, notamment dans ce livre-ci, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on rencontre différentes communautés et il y a un truc où ils ont gardé des choses de notre vie actuelle, ordinateur, téléphone, ce genre de choses, si je dis pas de bêtises il me semble, mais en même temps ils ont créé un mode de vie qui est plus basé sur le troc, sur l'échange, sur quelque chose de beaucoup plus doux, de plus en harmonie avec les saisons, avec la nature, et c'est un espèce de mélange parfait entre technologie et nature que j'adore, que je trouve fascinant. Et ensuite, dans une vibe un peu différente, on a Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, qui est une dystopie dans laquelle les hommes et les femmes doivent forcément voilà, se marier, avoir des enfants, et je crois que si t'as pas réussi à avoir des enfants au bout d'un certain nombre d'années avec la personne, on te met avec quelqu'un d'autre. Ça date un peu ma lecture de ce livre, mais j'en ai un souvenir qui est en même temps assez flou et en même temps vraiment excellent. On va suivre plusieurs personnages, donc on suit vraiment plusieurs personnes et ça nous permet d'avoir un regard sur cette société qui est très large, globale, générale, qui permet de regarder plusieurs choses. Donc il y a des femmes qui sont forcées d'avoir des enfants, des femmes qui n'y arrivent pas, des femmes qui ont eu des enfants d'une manière qui est pas conventionnelle et du coup qui est mal regardée par la société. C'est vraiment super intéressant comme livre. C'est un classique, je trouve qu'il a totalement sa place dans la lignée de livres tels que La Servante écarlate, Les Heures rouges. L'un de mes nouveaux livres préférés de tous les temps, vous le savez si vous avez vu ma vidéo de mes coups de cœur de l'année 2024, Les Oiseaux du temps. C'est un livre qui parle de voyage dans le temps. C'est une histoire d'amour. En fait, c'est une histoire d'amour sur fond de voyage dans le temps. Deux meufs qui travaillent toutes les deux pour des agences temporelles adverses dans une gigantesque guerre temporelle dont on ne comprend pas tout. Ce livre, il faut y aller les yeux fermés, le cerveau fermé, juste le cœur ouvert. Un peu glauque. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez rien comprendre. Vous allez absolument rien comprendre et il ne faut pas essayer de comprendre. Chaque chapitre, c'est un espace-temps différent, c'est un brin d'univers différent. Et il faut totalement être ok avec le fait que c'est super ambiance. C'est super ambiance comme livre. Et un jour, un chapitre, vous allez être dans un univers et un cadre spatio-temporel précis. Et la fois d'après, vous n'entendrez plus jamais parler de ce truc-là que vous avez vu avant. Donc ça sert à rien de vous bloquer et de vous dire où on est, qu'est-ce que c'est quelle époque, c'est quoi par rapport au chapitre d'avant. Faut juste suivre les personnages et l'évolution de leurs relations. C'est juste ça la pépite. Vraiment c'est un livre incroyable, je l'ai stabiloté à n'en plus pouvoir. Je l'ai prêté à une copine. Pour l'instant elle m'a dit qu'elle adorait. On enchaîne avec la fantasy. Et là j'ai 3 livres à vous présenter. Le premier c'est Un pays de fantômes de Margaret Killjoy. On est dans un univers, dans un monde qui est régi par l'Empire borolien. L'histoire nous est racontée dans une sorte d'archive journalistique / historique par le personnage principal qui est journaliste dans la capitale de l'Empire borolien, qui est un empire très... Franchement ça vend pas du rêve, c'est triste, il y a des écarts incroyables entre les très pauvres et les très riches, il y a beaucoup de colonisation, de misère, de pauvreté, il est pas heureux dans son taf, il est pas heureux dans sa vie. On l'envoie en mission pour faire le portrait d'un général de guerre sur le front, général de guerre qui a déjà eu pléthore de portraits et chaque portrait est plus propagandesque que le précédent. Sauf qu'il va se faire attraper par les guerrilleros qui se battent en fait pour garder leur terre, puisque l'Empire et l'armée, elle essaye de marcher de plus en plus sur les terres qui ne leur appartiennent pas pour coloniser un maximum de terres pour agrandir l'Empire. Il se fait capturer par ces guerrilleros anarchistes et il va apprendre à connaître leur vie. Ça nous permet de découvrir ce mode de vie anarchiste, ce mode de vie très en communauté, de comprendre aussi, ce qui est intéressant, c'est que le journaliste, il est pas foncièrement convaincu par l'Empire, genre il sait que ça va pas, mais en même temps il pense que c'est la seule chose qui est possible. Grâce à son regard un petit peu nouveau et qui découvre, on apprend à connaître un autre mode de vie et on le voit peu à peu qui apprend un autre mode de vie, donc c'est très intéressant. Ce que je pourrais reprocher au livre, c'est qu'on découvre genre ah, toi qui es nouveau, je vais te parler d'anarchisme. On découvre vraiment genre alors tu vois ça fonctionne comme ça et comme ça. C'est très mode d'emploi en fait. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant et que malgré ce côté très mode d'emploi, il y a de très belles émotions qui arrivent à en ressortir. Le livre suivant, je vous en ai parlé je crois il y a pas très longtemps, c'est une réécriture. Il s'agit de Les Beaux et les Élus de Niveau. C'est une réécriture de Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, qui est l'un de mes classiques préféré. Sauf que cette réécriture est encore mieux. On est du point de vue de Jordan Baker, qui est un personnage secondaire dans l'œuvre originale, qui ici devient notre personnage principal. Mais il y a quelques petits changements. Premier changement, elle est racisée. Donc il y a aussi tout cet aspect où elle essaye de rentrer dans une société blanche alors qu'elle-même est non blanche. Ensuite, elle est bisexuelle, je crois. Dans Gatsby, c'est très bromance, quoi. C'est très les hommes hétéros le sont-ils vraiment ?
J'aime beaucoup la manière dont elle s'en sert, dont elle le reprend, dont elle questionne certains trous peut-être qu'il y avait dans l'histoire, certains manquements dans l'histoire principale. Et c'est de la fantasy parce qu'il y a aussi un peu de magie, réalisme magique, puisque Jordan Baker, elle a des pouvoirs. C'est pas vraiment le truc principal qui m'a marqué dans l'histoire. Ça a rajouté un petit peu de poésie, un petit peu de beauté, un petit peu d'émerveillement, mais honnêtement, c'est pas le truc qu'on retient dans l'histoire. Avant de se lancer dans ce livre, à savoir qu'il est important quand même, je pense, de connaître l'œuvre originale parce que ça aide à apprécier le livre, ça aide à comprendre les endroits où elle diverge, les endroits où elle s'écarte de l'origine et les endroits qu'elle reprend vraiment, ce qu'elle met en résonance avec le texte d'origine. Gatsby, c'est un univers que j'adore. Ce livre-ci, pour moi, il a tout changé, il est trop génial et il change tout, surtout que Francis Scott Fitzgerald, c'était un peu un sacré loustic. Je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo de Jeannot ce livre qui parle de Gatsby et de Francis Scott Fitzgerald et de Zelda Fitzgerald. C'était absolument incroyable, ça éclaire beaucoup. Et enfin, en fantasy queer, comment ne pas conseiller mon livre préféré de tous les temps, à savoir La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Le personnage qu'on suit, Zachary, est homosexuel. C'est pas du tout le truc le plus important dans l'histoire, mais il y a un petit moment, il y a un peu du love quoi. C'est pas du tout le truc principal de l'histoire, mais c'est tellement cute et c'est vraiment une histoire qui est trop bien écrite. Les personnages sont incroyables, les relations entre les personnages sont d'une mignonitude, d'une douceur, le texte est plein de poésie, plein d'émerveillement. C'est vraiment mon livre préféré de tous les temps. Je ne saurais vous le recommander assez. On passe désormais aux livres contemporains. J'ai mélangé adulte et young adulte et on va essayer de faire vite. On commence avec Dear Medusa de Alexia A. Cole que je vous ai déjà recommandé plusieurs fois, qui est en anglais et en vers. On suit une jeune fille qui est bisexuelle. Le plot de l'histoire, c'est qu'elle a subi une agression sexuelle par un de ses professeurs et ce professeur est toujours à l'école et elle est toujours obligée de le voir. Et sa réaction à ce traumatisme, à cette agression, c'est de se mettre dans des situations dangereuses sexuellement, on va dire, pour essayer de reprendre le contrôle sur une situation qu'elle a vécue par le passé. Ce qui fait qu'on finit par la traiter du fameux mot en S, sans essayer de comprendre ce qui se passe dans sa vie et pourquoi elle se met dans des situations comme ça. Et puis du coup, il y a toute une critique aussi sur le slut-shaming. Et malgré ça, elle va rencontrer quelqu'un et elle va réussir à se découvrir elle-même, à survivre à ce traumatisme, à recréer des liens avec des gens. C'est un livre que j'ai trouvé très touchant. Ensuite, on a Black Flamingo de Dean Atta, que j'ai lu en anglais mais qui est également traduit en français. On suit un jeune garçon qui est noir et homosexuel et on le suit à plusieurs âges de sa vie, je crois. Il découvre son identité et puis il y a aussi, et je sais plus, genre sa mère de quel pays vient et son père de quel pays, mais en tout cas il y a une espèce de dualité dans son origine qui fait qu'il a un peu du mal à se retrouver. On suit le moment où il arrive à la fac et où il y a un peu plus de liberté, où il rencontre des gens qui lui ressemblent. Et j'avais trouvé ce livre vraiment super chouette, il se lit très vite, il est très touchant, plein d'espoir et de moments... Il y a des moments qui sont très tristes, il y a des moments qui sont très beaux et doux. Puisqu'on est dans la poésie, puisqu'on est dans les vers, on enchaîne avec Les Nuits Bleues de Anne Fleur Multon. Je suis plus sûre du nom. Ça se passe pendant le Covid et donc c'est deux jeunes femmes qui, je crois, commencent à sortir ensemble au moment du Covid, un truc comme ça. Et donc la narratrice nous raconte leur histoire par des petits chapitres assez courts et assez poétiques. Il y a beaucoup de sensualité et de douceur et une espèce de spontanéité et d'immédiateté qui est très belle. C'est dans un contexte en plus qui est assez anxiogène. C'est une histoire d'amour que j'ai trouvée très belle, très originale dans sa forme, très bien racontée parce qu'en fait ça allie un espèce de quotidien assez ordinaire avec un sentiment qui est complètement exultant. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ensuite, The Vanishing Half de Brit Bennett qui a été traduit par L'autre moitié de soi que j'ai lu sur conseil d'une copine. Je crois qu'on est dans les années 60 au début du livre, je ne sais plus. On a ces deux jumelles qui sont racisées mais qui peuvent clairement passer pour blanches, qui vivent dans une toute petite ville qui est assez isolée où ce ne sont que des gens racisés mais qui ont un passing très blanc. Il y a une sorte de racisme du coup de leur part envers les gens racisés plus foncés qu'eux, alors que eux-mêmes subissent le racisme des gens blancs. Elles vont fuir ce petit village, suivre leur vie. Ensuite, il y en a une qui va se marier avec un homme noir, vraiment d'un noir très sombre et sa mère est pas très contente. Et elle va avoir un enfant avec cet homme et l'autre qui va se faire passer pour blanche et qui va couper complètement les ponts avec sa famille. Et notamment dans la palette de personnages qu'on va découvrir, il y a un personnage qui est trans et ça pose donc beaucoup
beaucoup de questions sur le corps. D'abord au travers de la couleur de peau, mais du coup aussi grâce à ce personnage trans, on va pouvoir parler de l'identité, du corps, du rapport à soi, du rapport à son corps, du rapport à son corps aussi quand on est avec quelqu'un d'autre. Et je trouvais que le livre l'abordait vraiment très très belle, très très juste. Alors je dis juste sachant que je suis pas trans, j'en sais rien. Et enfin pour le contemporain, on a The Lesbiana's Guide to Catholic School de Sonora Reyes. C'est un young adult, donc je trouve que c'est assez facile à comprendre en anglais si votre niveau est pas non plus excellent. C'est pas le livre le plus compliqué à lire. On suit une jeune fille qui a un secret et elle veut absolument pas que ça se sache. Elle est racisée, elle vit aux États-Unis, mais elle a un héritage mexicain qui est très important pour elle et pour sa famille. Elle a ce secret qui lui pèse et qu'elle ne veut absolument pas voir dévoiler, ni dans son nouveau lycée, qui est donc une école catholique, ni auprès de sa mère qui est très croyante, puisque notre personnage principal est lesbienne et elle a extrêmement peur de se faire rejeter autant à l'école que par sa mère. Donc on la suit dans sa nouvelle école catholique quand elle se fait des nouvelles copines, rencontre des nouvelles personnes et essaye tant bien que mal de cacher qui elle est, mais c'est qui elle est, donc c'est difficile et ça la rend extrêmement malheureuse. Et vraiment, ce livre, il m'a détruit la gueule. Il est trop génial, je l'ai adoré. La dernière catégorie que nous avons, c'est les graphiques. J'en ai deux, je pense que j'aurais pu en mettre plus, mais les graphiques, c'est vraiment pas ma catégorie de prédilection, j'en lis assez peu en soi. Et j'ai vraiment voulu mettre deux graphiques qui m'ont absolument plu, que j'aime relire, que j'adore. Le premier, c'est plus une auteurice que une bande dessinée, mais c'est Kay O'Neill et toute son œuvre. Il y a un chat qui fait des bêtises derrière moi. Elle a écrit Le Cercle du Dragonté, qui est une trilogie, donc il y a Le Cercle du Dragonté, La Tapisserie du Dragonté, Le Festival du Dragonté, je sais plus dans quel ordre. Trop bien, c'est hyper vibes Ghibli, super inclusif, hyper bienveillant, doux, hyper cosy, j'adore. Et elle a écrit La Baie de la Quicorne, super doux, super poétique, hyper cosy, avec une vibe super engagée sur la protection des océans et sur la protection des écosystèmes marins. Qu'est-ce que tu fais? Je ne saurais pas lequel recommander plus qu'un autre. J'ai vu qu'il y en avait un nouveau qui venait d'être traduit. Et le dernier, c'est de Yuni, c'est If You'll Have Me. Je ne sais pas si ça a été traduit, mais honnêtement, je trouve qu'il est plutôt compréhensible en anglais. Non, 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 oula, fais attention. On dispute Kev Kev depuis tout à l'heure, mais grâce à lui, je me suis rendu compte que la bougie, elle partait un peu en couille. Hein. Vous auriez pu me le dire. If You'll Have Me, c'est une histoire d'amour entre deux meufs à la fac. C'est hyper mignon, les couleurs sont giga douces, c'est drôle. Petite bulle de douceur, un dimanche soir, il pleut dehors, vous lisez ça. C'est tout pour les recommandations de livres queer. Il y en a encore plein qui sont dans ma wishlist, plein qui sont dans ma pile à lire. Il y a Gideon la 9e qui est ici, il y a L'espace d'un an. N'hésitez pas à nous en recommander d'autres dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire lesquels vous avez lus. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.